Hello Mathias Malzieu. Bonjour. Je suis trop contente de t'accueillir. Merci énormément d'être là. Vraiment, c'est un immense honneur. Je vais te présenter pour les rares personnes qui ne te connaissent pas. Donc, tu es le leader du groupe Dionysos qui a 31 ans cette année. Tu es aussi auteur, écrivain, réalisateur. Parmi tes œuvres, on retrouve 9 albums avec Dionysos, dont le très célèbre titre Song for a Jedi, qui a bercé l'enfance de notre réalisateur Alex, d'ailleurs, au passage, et de beaucoup d'autres personnes aussi. On a aussi plusieurs livres, dont La mécanique du cœur, qui a également donné lieu à un film qui a été produit par Luc Besson et que tu as co-réalisé aussi. On t'a aussi vu au cinéma en 2020 dernièrement avec le film Une sirène à Paris, que tu as réalisé, avec une adaptation d'un de tes livres à la base. Ma question finale, parmi cette très longue présentation de ta carrière qui est immense et très fournie, c'est tu la puises où, ton énergie créative, pour construire finalement tout ça? Alors, je sais bien qu'on va en parler après, donc c'est presque spoil et truqué, mais parce que vous savez, dans les émissions, il y a ce qui se passe avant un peu quand on en parle. C'est ça, il y a toujours des off. Donc soyons honnêtes avec ça, mais je la puise vraiment dans mon enfant intérieur pour le coup, parce que j'ai été un enfant hyper sensible et hyper actif, et j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Et j'ai trouvé ma place, je dirais pas mon apaisement, mais j'ai trouvé ma fréquence à partir du moment où j'ai arrêté de réfréner mon imagination. Okay. C'est-à-dire que j'étais très imaginatif, mais on se moquait de moi. Mais il dit n'importe quoi, il est bizarre. Et à partir du moment où en fait j'ai fait ainsi soit-il, je suis comme ça. Ouais. Et du coup, de ce qui peut apparaître comme une faiblesse, j'aurais peut-être pas la prétention d'en faire une force, mais en tout cas, je vais avoir l'ambition joyeuse de devenir moi-même avec ça. En fait, il y a quelque chose qui s'est calé. C'est-à-dire que ça ne m'empêche pas les souffrances de tout le monde, etc. Et après, c'est un terrain qu'il faut entretenir tous les jours. C'est-à-dire que l'imagination, c'est un muscle qui s'entretient tous les jours, et il faut se méfier avec le dosage également. Parce que il faut pas tomber dans un autodogmatisme qui fait qu'on n'est que dans son monde et qu'on se décolle du réel. Il faut que son imagination, donc on peut l'appeler comme on veut, enfant intérieur, poésie, capacité d'émerveillement, curiosité, tout ça c'est la même chose. Il faut faire attention à ne pas devenir son propre fan. Et comment tu fais en fait justement pour trouver l'équilibre entre l'ego, l'imagination, le fait de rester connecté à la réalité comme tu viens d'en parler? C'est pas facile, on peut vite basculer plus d'un côté ou de l'autre. Oui, c'est un travail. Alors dans un de mes livres, je fais dire ça à un personnage, c'est le guerrier de porcelaine, et c'est l'histoire de mon papa qui vient de perdre sa mère, et il traverse la ligne de démarcation et il est chez la grand-mère, et il a un oncle qui devient un peu son mentor, et qui l'incite justement à rêver, parce que c'est une période de guerre, il a plus sa mère, donc il faut qu'il rêve. Mais il lui dit, il faut que tu doses ton rêve comme un verre de grenadine. Ok, c'est beau. C'est-à-dire que l'eau, c'est le réel, le sirop, c'est l'imagination. Ok. L'eau, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire croire que on va boire que du sirop et qu'on n'est que dans l'imagination, c'est une catastrophe. C'est mauvais pour la santé et c'est écœurant. Par contre, boire que l'eau et ne jamais y ajouter la fantaisie de l'imagination, c'est un peu ennuyeux. Donc en fait, c'est toujours ce dosage-là. On arrive à la nuance parfaite. Et on travaille, parce que je me trompe tous les jours. Tous les jours, je suis trop dans le réel ou trop dans l'imagination, et je travaille à trouver un équilibre. Comme on mixe une chanson, je suis en train de corriger mon dernier roman en ce moment, c'est ce que je fais. C'est trop métaphorique, j'en enlève 2 ou 3. Ça ne parle qu'à moi, ça ne fait écho qu'à moi. Là, par contre, c'est trop terre à terre, ce passage-là, ça manque de swing, donc il faut que je le bouge un peu. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Et c'est exactement passionnant, et c'est pas du tout à la mode. Moi, je me suis encore engueulé avec un copain il y a pas longtemps, qui m'a dit cette phrase terrible. Il m'a dit, tu devrais arrêter de te pignoler avec la nuance. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut être radical, il faut être comme ci ou pas comme ça, il faut être clanique, il faut défendre ça, il faut être comme ça avec le poing. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'intéresse pas, même dans mes propres valeurs. Parce que sinon, tu deviens dans un milieu... même un milieu
un peu consanguin des gens qui adorent Sonic Youth, Tom Waits, la Beat Generation, Tim Burton, je n'en veux pas. T'es dans ton autoroute, t'as l'esprit complètement fermé, t'es pas ouvert au reste. Et c'est un exemple, et là je parle pas de politique ou de religion, je parle seulement de culture. Je ne veux pas être dans des milieux. Je veux continuer d'être surpris par des choses qui sont a priori pas pour moi, pour continuer de m'agrandir. La chose que je préfère au monde, c'est ne pas être d'accord avec quelqu'un et lui faire « Putain, t'as raison ». Parce que si finalement je suis avec le même gars que moi qui pense la même chose du monde, qui a le même rapport au machin, et ouais, c'est agréable. Et c'est bien, parce que ça crée des atomes crochus. Mais ça suffit pas. On s'apporte pas, en fait. Ça suffit pas. Et c'est ça la nuance possible. Donc cet ami, en plus, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui me dit, faudrait que t'arrêtes de te pignoler avec la nuance. Je me suis dit, putain, mais c'est terrible, quoi. Pour lui, en fait, ça revient à s'encombrer. Il confond. Il m'a dit, la nuance, en fait, c'est le en même temps de Macron. C'est pas mal, c'est pas mal. Chez le en même temps, c'est une fuite, c'est le parent pauvre de la nuance. La nuance, c'est le courage. Oui. C'est le courage de se tromper et d'essayer de continuer d'ajuster. Ouais. C'est, voilà. Moi, j'ai un exemple là-dessus. Par exemple, c'est le cinéma de Xavier Dolan. Ouais. Nolan, je me trompe tout le temps. Il y a les deux, en fait. Xavier Nolan. Ouais, il y a les deux. Pas les Dolan Interstellar, que j'adore aussi pour d'autres raisons. Voilà. Moi, j'avais vu des bandes annonces avec le côté l'accent québécois et sa gueule et machin. C'est pas pour moi. Puis on m'a dit quand même la sensibilité qu'il a. Putain, je vois qu'il y a en plus des chansons de Céline Dion. Je sais putain, bon, c'est pas pour moi. Ouais. C'est pas pour moi. Et j'ai rien contre Céline Dion. C'est juste que je l'ai trouvé absolument admirable là aux Jeux Olympiques. Voilà. C'est ça aussi la nuance et l'ouverture. C'est pas la culture, mais tu peux savoir apprécier. Et j'ai trouvé ça génial. Je l'ai trouvé extraordinaire. J'avais ce petit a priori. j'ai vu Mummy et j'ai pris une tarte. Alors que sa gueule, ses machins, ces trucs. Et il y avait tout pour que ça ne me plaise pas et j'ai adoré. Et alors cette sensation, voilà. Sinon je vais voir que des films de Terry Gilliam, de Tim Burton et des Star Wars. Mais c'est débile. Alors que je continue d'aimer ça. Je vais pas me renier. J'adore ça. J'adore le réalisme magique. J'adore les contes. Mais je me trouve encore plus. Ma vie me semble plus excitante quand je vais chercher ailleurs et que ça nourrit, même si je reviens ensuite dans mes petites madeleines de Proust. Mais se contenter que des madeleines de Proust, ça pourrit les dents, quoi. Mais c'est ça, parce qu'au final, t'apprends plus rien. Tu restes vraiment dans ton spectre. Ouais, tout à fait. Tu t'ouvres plus, donc c'est nul en fait. Donc hyper d'accord avec toi. Donc voilà, c'est pourquoi, pardon, j'ai un peu digressé. Non, pas du tout. C'est hyper intéressant. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça, parce que c'est une question tellement large où je viens chercher l'inspiration. En fait, c'est dans cette démarche. Ouais. Et dans cette démarche, j'attrape quoi? J'attrape des gens, des rencontres, des œuvres, des livres, des disques, des films, des concerts. Mais je vais me régaler, par exemple, quand j'étais président du Printemps de Bourges, des découvertes du Printemps de Bourges, pardon, pas du Printemps de Bourges. J'ai vu un petit gars qui s'appelait Jumeau, qui faisait de l'électro, machin, très loin d'a priori, ce que je l'ai fait faire un arrangement sur mon disque ensuite. Et le mec, il a 30 ans ou 40 ans de moins que moi. C'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? J'ai trouvé bon. Parce que tu l'as trouvé bon, même si c'est pas ta cam à la base en termes de style de musique. Ça peut être ma cam, mais c'est moins ma culture. Ma culture, elle vient du rock'n'roll indé, du folk américain et d'une certaine chanson française, Brel, Brassens, Ferré, qui se continue avec Miossec, Dominica et Philippe Catherine. Donc elle vient plus de là. Boris Vian, des gens comme ça, Brigitte Fontaine, Bachung, enfin plein. Pas l'électro pur et instrumental. Mais c'est pas pour ça que j'en suis pas curieux. Et j'ai adoré ce gars et j'adore en fait ça. J'adore ce que ça me fait parce que ça m'agrandit. Et puis à des moments ça ne marche pas. Des fois, comme sans faire des métaphores cheloues parce que j'ai une clé greffée, mais parfois la greffe ne marche pas. On va y venir, mais c'est pas grave. L'échec, ne pas y arriver, se tromper, c'est souvent là que c'est le plus intéressant en fait. Et c'est pas du espèce d'auto-flagellation de j'aime rater. Non, parce que j'aime réussir. Pas réussir au sens j'ai gagné. Réussir, ça veut dire obtenir quelque chose, à fabriquer un truc, même si c'est imparfait. Réussir, pour moi, c'est cheminer. Réussir, c'est continuer de se poser des questions. C'est pas avoir la réponse. C'est justement la nuance, pour moi.
et donc qui est pour moi la mère maquerelle joyeuse de tout ce que tu m'as demandé, ce que tu as demandé sur l'inspiration, c'est de continuer d'être en question. À partir du moment où tu te donnes une réponse qui se fixe, tu as répondu à la question, fin de l'histoire, et tu risques de tomber dans la posture, imposture, confort de l'indignation. C'était bien, Essel, indignez-vous, mais pensez d'abord. C'est tellement Et profond. vous pensez d'abord. Et puis si vous, après avoir pensé, vous pensez que vous devez vous indigner, indignez-vous. Mais s'indigner tout le temps et tout de suite, ça manque de nuances. Je suis désolé, mais je vais continuer de me pignoler un peu avec. J'adore. Quelle merveilleuse réponse philosophique à ton pote quand même. Alors ça, il faudra que tu capturais le petit moment de vidéo et lui envoyer ce petit passage. Il l'écoutera pas, c'est-à-dire qu'il est dans le temps très court. Pourtant, c'est quelqu'un je ne citerai pas son nom, mais c'est un artiste brillant. C'est quelqu'un qui a bon cœur, comme quoi on est tous multiples. Mais sur ces questions-là, il a vraiment sa vision ancrée. C'est même pas une vision, c'est qu'en fait, il est raide. Donc tu peux pas. Il y a des trucs tu peux pas, tu peux pas. Et il faut l'accepter parce que, comme je sais plus quel philosophe le disait, quand nous on a un propre enfer, il faut toujours s'imaginer que la personne qu'on rencontre en face, peut-être elle a un enfer qui est 10 fois pire, qu'elle a vécu tel truc, elle a machin, et peut-être que s'il est raide, je ne vais pas le juger. Peut-être que s'il est raide, c'est que ça tire un truc chez lui. Ouais, ça fait écho à quelque chose, il y a un background. Il y a un truc. Donc je le juge pas. Par contre, c'est pas parce que je le juge pas que je vais me laisser être d'accord. Bien sûr. Ou devenir feignant avec ces histoires de nuances, que ça soit dans la vie de tous les jours, dans la vision du monde et dans l'art. Ça a toujours été une évidence pour toi d'avoir un libre arbitre aussi ancré et une capacité d'ouverture au monde comme celle que tu décris, parce que c'est un phénomène de société dont on parle beaucoup, le fameux effet mouton où justement on a peur de dire non, je suis pas d'accord avec toi et voilà moi ce que je pense, et du coup d'aller un peu à contre-courant. J'en parle un peu dans le prochain livre, la différence entre la rassurance et la consolation. La rassurance, en fait, être rassuré, ça a à voir avec l'espoir. C'est-à-dire qu'on demande au futur de nous apporter une réponse, encore une fois. J'ai espoir. Ah, je te rassure, demain, il fera beau. Demain, tu vas gagner de l'argent. Demain, ça va aller mieux parce que machin. Donc, tu demandes comme une espèce de prière, comme ça. Je dis pas que c'est le mal, parce que ça peut, comme dans un rêve, te permettre de cheminer et te motiver pour atteindre cet espoir. Donc, je dis pas l'espoir, c'est mal. Je dis juste que je lui préfère la consolation. Quelqu'un qui, au lieu de te dire, tu vas me dire, bon, j'en sais rien, j'ai une peine de cœur. Le rassurant va dire, t'inquiète, tu vas en trouver un autre. Ou t'inquiète, il va revenir. Celui qui console, moi aussi, j'ai eu besoin d'être rassuré et j'ai encore besoin. Je te dis ça. C'est humain. C'est mon leitmotiv, c'est mon cap. Mais ça veut pas dire que je m'éloigne pas de mon cap non plus et que je suis au-dessus des autres. J'ai besoin d'être rassuré. J'ai tendance, des fois, pour me rassurer moi-même, à rassurer les autres. Ouais. Je le fais, je me trompe. Et tu t'en rends compte, tu as l'air très très lucide sur ça. Quand même. Par moment, je m'en rends pas compte. Ouais. Et j'ai aussi des gens intelligents et bienveillants dans mon entourage qui me disaient, et pour moi, le meilleur exercice de ça, c'est d'être créatif. C'est pour ça que ça fait la boucle par rapport à ta question. Parce que quand tu es créatif, tu ne fais que ça. Soit tu te rassures, tu fais un peu comme d'habitude, tu te consoles, et ça veut dire que ça doit te faire du bien. Après, l'autre écueil de ça, c'est de ne se parler qu'à soi-même. Donc, continuer de s'ouvrir, d'aller chercher à côté, de prendre des risques, et de ne pas avoir peur de se tromper. Et si on se trompe, ne pas se dire, c'est la faute de la terre entière. Par contre, quand on réussit, ne pas prendre le melon, ne pas se dire j'ai réussi parce que je suis tellement génial. Mais c'est la même chose. C'est aussi snob et con de se penser génial parce qu'on a eu un succès que d'insulter la terre entière parce que ça ne marche pas. Complètement, mais c'est la remise en question. Les jumeaux, les succès et les échecs sont des faux jumeaux. Ça se ressemble. Regardez la finale de la Coupe du Monde. Pour ceux qui s'intéressent au foot, mais bon, c'est tellement énorme. À la dernière minute, il y a une action pour Randal Kolo Muani. Il tire et le gardien, en fait, du bout du pied, il sort la balle. Ouais. C'est le même match.
Sort la balle, finalement, séance de penalty, l'Argentine gagne. S'il a marqué, le mec, c'est un héros, c'est-à-dire qu'il rentre dans la légende. Il marque un but à la dernière minute de la finale de la Coupe du Monde, et Mbappé est ballon d'or, machin. C'est le même match, mais parce que ce gardien, il chose du 42 plutôt que du 39, et que, à un moment donné, son cerveau, il a déclenché un truc, il aurait déclenché un dixième de seconde après, le ballon, il rentrait dans la cage. C'est la même chose. Et tu passes d'un succès à un échec. Alors que c'est la même chose. Donc, il faut avoir de l'humilité pour les deux. Et puis, des fois, moi, je suis grisé. J'ai pu être grisé par des succès que j'ai eus. Mais après, il faut savoir, c'est pas grave d'être grisé à un moment. Il faut aussi ne pas bouder son plaisir, le prendre. Mais à un moment donné, il faut savoir redescendre. C'est comme un super-héros. Un super-héros, c'est bien de mettre son truc de super-héros à mon humble échelle quand je suis sur scène ou un truc comme ça. Et après, il faut savoir enlever, pas rester en pyjama Star Wars toute la journée. Pas comme si moi, je me baladais dans la rue et que je sautais avec ma guitare. Regarde-moi. Non, à un moment donné, tu vas descendre la poubelle aussi. T'es pas toujours en prestation. Tu vas descendre la poubelle, tu vas chercher le pont, le pain, tu défais de la vaisselle. Ouais. T'as ta vie d'humain et c'est très important. Bien sûr. Mais cette dichotomie. Comment tu fais? Parce que t'as ta carrière. J'ai l'impression que c'est une évidence pour toi aujourd'hui par rapport à ton chemin de vie de rester ancré dans la réalité. Comment tu fais pour gérer l'ego naturel que tu es censé aussi avoir sur scène en tant qu'artiste parce que tu dois occuper l'espace, t'es là, c'est ta scène. Comment on fait cette dissociation quand on sort de scène et qu'on est plus Mathias Malzieu, le chanteur du Dionysos, mais Mathias qui, comme tu dis, va ouvrir son lave-vaisselle, va faire ses courses. Enfin, mentalement, ça doit être difficile de s'y retrouver quand même. En fait, c'est un management de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est comme un alcool, c'est une ivresse. Baudelaire disait « Soyez ivre tout le temps ». J'adore Baudelaire. Ouais. Mais je crois qu'il faut pas être ivre tout le temps. Ouais. Je pense au contraire que ça se gère avec des temps forts, comme un combat de boxe. Un combat de boxe, il y a des moments où on doit être sur sa garde, et il y a des moments où on doit puncher. Ouais. Si tu punches tout le temps, tu crames toute ton énergie, t'as plus aucune lucidité. Ouais, clairement. Et du coup, tu vas même plus avoir la force ensuite de puncher. Donc, j'adore ce poème, j'adore Baudelaire. Mais je pense, au contraire, qu'il y a des temps forts et des temps faibles. Et que les temps faibles permettent les temps forts. Je suis quelqu'un du temps fort. Parce que je suis hypersensible, hyperactif. Je vais être tout le temps. Et il faut accepter, justement, de redescendre un tout petit peu. Et c'est joyeux, en fait. Mais c'est aussi l'âge. Est-ce que je te dirais la même chose si la même interview c'était il y a 20 ans? Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on parle de chemin de vie. Entre-temps, j'ai perdu ma mère, j'ai été gravement malade, j'ai été très amoureux et j'ai eu des chagrins amoureux terribles. J'ai vécu. Donc, ça abîme. Il y a la phrase de Nietzsche qui dit « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». Ouais, moi, je dis quand même si j'adore Nietzsche autant que Baudelaire, ça abîme un peu quand même. Mais je chemine. Et je continuerai, je vais te dire ça, parce que je n'arrive pas toujours à faire ce que je dis. Mais ça veut pas dire que je suis un tartuffe. Non, t'es humain. C'est-à-dire que je serais un tartuffe si justement je te disais que ce que je te dis, je l'adapte à la lettre et que je y arrive tout le temps. Là, je serais un tartuffe parce que forcément, je vais me planter. Forcément, des moments, je vais pas y arriver. Mais à partir de là, il faut avoir aussi pas une autocomplaisance, mais une bienveillance avec soi-même. Parce que cette bienveillance, elle est pas pour s'excuser, elle est pour se permettre de se tromper. Si t'es trop dur avec toi, c'est encore le dosage, comme la grenadine. Si t'es trop dur avec toi, t'as une trop haute exigence, t'as deux risques. Soit ça te paralyse, parce que tu mets la barre trop haut, donc en fait tu te mets en situation d'échec continuel, soit tu prends le melon. Et tu passes dans un espèce de déni avec le melon, mais non, mais moi je suis le plus fort. Et en fait, ni l'un ni l'autre ne fonctionne. C'est l'équilibre, en fait. Mais c'est une recherche qui est tous les jours. C'est très difficile. Tous les jours, et c'est très difficile. Mais c'est passionnant. Ouais. C'est un jeu. Pareil, on dit, là, je sais plus quel philosophe non plus, dit que la vie est un théâtre. Et c'est pas cynique de dire ça. Non, c'est pas péjoratif. On a des rôles, on a des personnages. Ouais, c'est factuel. Alors, par exemple, toi, t'es tatoué. Ouais. Un peu. Un peu beaucoup. En fait, ça a un écho sur toi, mais c'est aussi une coquille. Après, c'est ce que t'en fais. Pourquoi ça fait écho pour toi? À quel moment?
Et c'est génial. Mais c'est un jeu. Tu joues. Ouais. Si ça permet, en fait, d'augmenter ton toi-même. Ouais. Ça, c'est le beau côté de l'identité, qui est l'inverse de l'identitaire. L'identitaire, c'est la version exagérée du besoin d'appartenance. Wow. L'identité, c'est être soi-même. Et c'est, enfin, mon rêve de société, il est là. Qu'on n'ait que des identités fortes, on a tendance à vouloir les écraser. Moi qui avais un espèce de fantasme un peu communiste quand j'étais plus jeune, j'avais lu Mayakovsky, tout ça, et tout le monde égaux, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est un nivellement. Alors, pour plein de raisons, il y a dans l'idéal communiste des choses qui continuent de me plaire parce qu'il y a un partage des richesses, parce qu'il y a des choses comme ça. Il y a des valeurs de partage qui me plaisent. Mais l'extrême de ce truc-là nivelle les gens. Bon, on va même pas revenir sur l'histoire et le nombre de morts que ça a fait. Parce qu'on pourrait parler de son pendant d'extrême droite qui est évidemment encore pire parce que il y a même pas de bonne intention dedans. Alors que dans le communisme, il y en a. Mais ça paraît un petit peu dingue de parler de tous ces trucs-là, mais c'est lié. Pour moi, c'est lié. Ouais. C'est-à-dire que le rêve ne doit jamais devenir une idéologie. Sinon, il y a la désillusion. Sinon, il y a la désillusion et puis il y a le déni. C'est fort. Ouais, et il y a le déni. Et c'est valable pour le chanteur qu'on aime bien, l'écrivain, ou même son couple. Oui, tout. C'est génial d'avoir la passion. C'est génial d'idéaliser. Mais qu'est-ce que c'est beau quand on désidéalise parce qu'on voit et qu'on accepte le défaut. Là, on sort du 100 mètres du tout feu tout flamme, on commence à rentrer dans le rythme du marathon. Oh, ce truc tellement pas romantique qu'on appelle le quotidien. J'adore. Mais quand on arrive à garder la fantaisie malgré ça, est-ce que c'est pas encore plus romantique? Waouh, ah, c'est tellement beau. Vous parlez à quelqu'un qui est tombé amoureux comme une flèche et n'importe comment et qui a érigé la passion comme un art de vivre. J'ai vécu ma vie comme ça. C'est quoi tomber amoureux n'importe comment? Tu réfléchis pas. Ouais. Tu n'apprends pas à connaître. Parce qu'on peut tomber amoureux en réfléchissant? Bah bien sûr. Bien sûr. C'est une autre façon. Ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire que j'ai eu des coups de foudre. Genre, tu vois, un truc où tu réfléchis pas. Et c'est génial. Mais ça ne suffit pas. Ah non. Il y a la réalisation. C'est comme si tu avais trouvé en musique un bon riff. T'as trouvé un riff. Genre, riff des White Stripes. Tant. En fait, si tu gardes que ça, c'est un gimmick. C'est que le début. Ensuite, faut travailler. Faut faire le texte. Faut trouver le rythme. Faut trouver les harmonies. Faut trouver le couplet, le fameux temps faible du couplet pour que le refrain explose. La synchronisation des deux. Toujours. Waouh, j'adore. C'est hyper puissant. Tout à l'heure, t'as employé un mot qui m'a marqué depuis tout à l'heure. Ça tourne en boucle dans ma tête et j'aimerais vraiment revenir dessus. T'as dit qu'il y avait des enfants qui se foutaient de ta gueule quand t'étais plus jeune, oui. Parce que t'étais différent. Alors moi, je voudrais te demander, parce que ça, c'est un vrai problème aussi dans la société, si on a besoin de mettre les gens dans des cases, que tout le monde soit un peu normé, etc. Même si être normal aujourd'hui, sincèrement, ça ne veut absolument mais c'est la phrase rien dire. C'est le mot, enfin le mot en soi-même. Ça veut rien dire. Il est ce qu'il est. Mais la manière dont on utilise. Aucun sens. La normalité aujourd'hui. Mais toi, à partir de quel âge tu t'es dit, en fait, je m'en fous que vous trouviez que je suis pas comme vous, que vous foutiez de ma gueule. Et c'était quoi le déclencheur où tu t'es dit, c'est bon, de toute façon, vous avez qu'à vous foutre de ma gueule, je serai moi-même avec toute l'identité qui va s'en suivre, le style, tout quoi. C'est un interrupteur, tu sais, qu'on pourrait dimmer. Tu vois ce que c'est quand on dîme, tu sais, sur un halogène. Tu vois, ça s'est pas fait jour-nuit. Ouais. Ça s'est fait progressivement. C'est une prise de conscience qui a pris des années. Ok. Et qui continue d'être en mouvement. Ok. Parce qu'il y a toujours des moments, il y a des moments, et c'est pas pour faire il y a des moments où j'ai des doutes. Et heureusement. Avec sur ce que je suis, pourquoi je le fais. Est-ce que, toujours j'ai encore un petit peu des doutes. Et tu te dis que tu devrais plus te conformer encore parfois aujourd'hui? Non. Pas sur ça. Non, mais sur je suis tout le temps en chemin. Donc même sur ça, tu vois. Et notamment même, tu vois, quand tu me disais à quel moment tu t'es dit que t'es différent. Ouais. Ça peut même être un peu être prétentieux aussi de se dire, moi je suis différent. En fait, ça vient pas de toi, c'est les gens aussi qui te le font comprendre. Oui, mais c'est mon interprétation après. Ouais. C'est moi qui à un moment donné. Et le risque, c'est toujours le même. C'est-à-dire que soit je me dis, moi je suis différent, donc je suis l'ange déçu
Et je vais commencer à trouver que tous les connards, c'est tous des connards sauf moi. Ouais. Donc il y a soit ce risque, soit je suis différent, donc c'est eux qui comprennent rien. Alors que l'intérêt d'être différent, c'est seulement d'être soi-même. L'anticonformisme, poussé à l'extrême, c'est comme entre communisme et tout, est un conformisme. Le mec, il va vouloir faire tout pas comme les autres. Il rentre dans un système. Non, mais c'est vrai. Tu vois, par exemple, il y a ce philosophe Thoreau, que je prononce très mal, hein, Henry David Thoreau, je sais pas comment on dit, qui a inventé la désobéissance civile. Ouais. C'est-à-dire que lui, au moment de la guerre du Vietnam, il a dit, moi, je veux pas payer mes impôts pour que y ait la guerre du Vietnam. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pendant 3 ans dans une cabane en autonomie complète. C'est ça, la vraie rébellion. Parce que lui, il n'est pas allé faire des manifs, machin truc, pendant qu'il allait profiter des aides de l'État et des machins trucs. Il n'a pas dit, moi, je paye pas mes impôts, mais je prends quand même les subventions pour faire mon projet. Une espèce d'hypocrisie. Je suis pas intermittent du spectacle, et en même temps, je viens gueuler. Lui, il a fait, moi, je paye pas mes impôts, mais du coup, par contre, je ne coûte rien à la société. Plein de fois. Ouais, je vois complètement. Moi, je suis incohérent aussi. Et je me trompe. Mais ce que j'essaye de faire, c'est quand je m'en rends compte, j'essaie de pas être feignant. J'essaie de me dire, bon, attends. Là, tu vois, si tu dis ça, fais ça, quoi. Si tu fais pas ça, ferme ta gueule. J'adore. Et des fois, j'ouvre ma gueule et je me trompe. Et je continuerai de le faire. Mais au moins, avoir un cap. Un cap, c'est un bateau. Et puis des fois, t'as des marées ou t'as mal calculé ton cap. Et je vais continuer de mal calculer mon cap. J'adore. Mais j'en ai un. C'est important pour toi d'essayer de trouver des solutions pour rester aligné avec toi-même et pour justement être en cohérence entre ce que tu défends, ce que tu fais, les actions. C'est la base de tout. Et encore une fois, parce que je sais que je vais me tromper. Et parce que me tromper, c'est pas grave. Clairement. C'est souvent intéressant, surtout dans l'art. Je ne suis pas un médecin. Un médecin, quand il se trompe, c'est grave. Un politicien, quand il se trompe, c'est grave. Moi, j'ai la chance d'être dans le divertissement. Et je dis pas ça de manière pour rabaisser ton travail. Voilà, pas du tout. Parce qu'en plus, c'est plein de belles émotions ce que tu fais. Donc, il n'y a rien à rabaisser. c'est du divertissement. Oui. Et pour moi, le divertissement, c'est noble. Ouais. On peut appeler ça poésie, comme on disait, poésie, enchantement, douceur, enfant intérieur, tout ce qu'on veut. Imaginaire. On peut appeler ça comme on veut, imaginaire, tout ce qu'on veut. Mais pour moi, c'est précieux. Et j'avais une discussion géniale avec le médecin qui m'a greffé. Je dis, vous, voilà, c'est plus important. Il me dit non. Il me dit, en fait, tout le monde est important. Alors, parce qu'il est humble. Mais je lui dis, vous m'avez sauvé la vie. Il me fait non. C'est terrible ce que vous me dites. Je sais, mais pourquoi? Vous m'avez trouvé la greffe, vous avez mis l'équipe, machin. Ouais, dans les faits, c'est lui. Il me fait, mais non, parce que sinon je sauverais tous mes patients. J'ai des patients qui décèdent. D'accord, donc il considère que parce qu'il sauve pas tout le monde, il a pas pu te sauver toi. Il estime qu'il a joué son rôle. D'accord. Et que j'ai joué mon rôle aussi. Ok. Et qu'ensuite il y a une part de chance. Et il a raison. Qui est tout à fait vrai. Et qu'est-ce que ça s'appelle, ça? De la nuance. J'adore. Ouais, c'est de la nuance. On revient toujours à ça, en fait. Non, mais complètement. Le mec pas nuancé, t'aurais dit, avec le melon, oui, je t'ai sauvé la vie. Ouais. Ou alors, aurait été dans une humilité, presque une espèce de fausse modestie à dire, oh, tu sais, j'y suis pour rien. Ce qui est aussi con. C'est moins toxique. Mais c'est aussi con dans le système que de dire, c'est pareil, quoi, tu vois. Bon, j'ai eu quelques succès. Si je vais te dire, oh, mais c'est que de la chance. Je suis un putain de snob. Non, j'ai bossé, et j'ai bossé pour y arriver. Mais si par contre, je te dis, j'ai eu succès parce que c'est ce que j'ai fait, c'est génial, et c'est normal que ça touche les gens et que ça cartonne. C'est débile aussi. Et non seulement c'est débile, mais c'est faux. J'ai plein d'exemples. Quand j'écris La Femme Chocolat pour Olivia Ruiz, j'ai un mec de maison de disque qui nous dit, là, Olivia et moi, elle est bizarre cette chanson, cette rythmique un peu de Mexicanos. Ah ouais, ça
Il y a pas de refrain, le texte il est chelou. Ah ouais? Faut pas la mettre sur l'album. Bah putain. Hein? Lui. On s'en souvient de lui. On n'oublie pas ce genre-là. Olivia, elle a dit, non seulement on va la mettre sur l'album, mais en plus l'album il va s'appeler La Femme Chocolat. J'adore, énorme. Elle aurait pu se tromper. Et c'est pas grave si elle s'était trompée. Bien sûr. Le fait est que ça a cartonné. Ouais, c'est un parti pris. Mais il y a plein d'autres fois où moi j'ai dit, ça doit être ce single, machin. Par exemple, une chanson comme auquel je croyais vraiment après son Fort Jedi, T'es lassé son effet sur Monsters in Love. Bon, elle a un peu passé en radio, les fans l'aiment bien, les gens, machin truc, mais elle a pas eu un... C'est comme ça. Mais comment on fait mais comment on fait en tant qu'artiste quand on a des attentes, parce que c'est normal. Enfin, il y a une énergie, il y a une émotion que tu mets dans tes créations, et quand c'est pas à la hauteur de tes attentes, de tes espérances, tu redescends et tu recommences. Tu t'arrêtes jamais sur la déception? Si, parce que je te dis, là, moi, il y a une différence entre ce que je ressens et ce que je pense. Ouais. Je pense qu'il faut recommencer et avoir cette humilité-là. D'accord. Donc mais toi, il y a des fois, t'es très pragmatique. T'avances. Non. Je sais que c'est ce qu'il faut faire, mais il y a des fois, j'y arrive pas. Bah, c'est normal. Des fois, je suis déçu. Et des fois, je me dis, putain, ce con de la maison de disque. J'adore. Bah ouais. Je le fais aussi. Ouais. Mais je sais que ça sert à rien. Donc, il y a le temps de la colère. Ouais. Je sais plus, un mec que j'adore, là, sur les réseaux, je sais plus comment il s'appelle, qui fait plein de petits livres philosophiques comme ça, qui disait, plaignez-vous pour évacuer la colère, mais 2 minutes par jour. Et après, passez à autre chose. Alors, j'essaye de m'y tenir, et des fois, je fais 5 minutes, et des fois, je fais 10 minutes, et je me plains. Mais je me rends compte toujours, même si je me suis plaint, que ça ne sert à rien. Oui, ça sert un peu pour évacuer la colère. Je dis pas que la colère ne sert à rien. Oui, il y a des la colère, par moment, il la faut. Oui, bien sûr. Il la faut contre soi-même aussi. C'est une émotion à accueillir. C'est à accueillir, exactement. Mais par contre, si tu restes dans le ressassement et machin truc, c'est de l'autocomplaisance au bout d'un moment. Ouais. Donc ça arrive sur de la victimisation. Qu'est-ce que je préfère? Même si quelqu'un a été injuste avec moi, passer du temps, d'énergie à le combattre pour avoir ma vengeance. Ouais, tu perds tellement d'énergie et de temps. Ou en fait construire autre chose. Ouais. Et ça m'est arrivé, et ça me arrivera de perdre de l'énergie dans la vengeance et dans la colère. Même si je te dis ça. Parce que t'es humain. Oui. Parce que je suis humain, et que peut-être qu'il y en a qui font mieux que moi. Et qui sont Moi, je suis un raconteur d'histoire qui s'intéresse à la psychologie, à la poésie, à la philosophie. Je ne suis pas un philosophe. Quoique, depuis tout à l'heure, waouh, je suis bluffé, la conversation. Non, je m'y intéresse. Ouais. Mais j'ai pas le niveau. J'ai pas lu tous les philosophes. Oui, bien sûr. C'est une expertise. J'ai des philosophes que j'adore et je lis sur eux, je lis des passages et ça m'intéresse. Mais je n'ai pas tout le background, j'ai pas ce niveau-là. Et c'est pas pour faire de la modestie. Oui. C'est que c'est vrai. Mais l'erreur, ce serait de parce que j'ai appris 2-3 notions, croire que j'en suis un. Que t'es légitime pour directement te poser en tant qu'expert. Non, ça, c'est la lucidité, c'est l'humilité aussi. Et c'est pas forcément évident à avoir. C'est des choix en fait. L'humilité, et puis on est tous le mec à le melon de quelqu'un, l'humilité. Je suis habillé comme ça. C'est pour ça que je parlais des fringues tout à l'heure, où du coup je me permettais d'évoquer des tatouages. Pour quelqu'un, je vais être un mec qui a de la fantaisie. Ouais. Et pour l'autre, je vais être un mec qui se la pète. Ouais, mais c'est vrai. Et toi, tu te tatoues pour montrer je sais pas quoi. Ouais. Et d'autres qui ont trouvé trop cool. Ouais, de ouf. Ouais. On peut pas le maîtriser. Non. Mais à partir du moment où on accepte qu'on ne le maîtrise pas, tant qu'on se fait pas agresser, et qu'on se dit le truc que tu me disais tout à l'heure, je m'en fous. Ouais. Tu vois, si c'est moi qui t'ai interviewé, je fais à quel moment tu t'es dit je m'en fous, moi j'ai envie de me tatouer, ça me plaît, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Ou j'ai envie d'être journaliste, ou machin. Et on va me dire, ou mes parents, ou ma copine, attention, ah oui, mais machin truc. Ouais. Et lequel moment où tu t'es dit, c'est plus important de moi de le faire que de rentrer dans le rang. Mais encore une fois, l'important, c'est le soi-même. C'est Walt Whitman. C'est le soi-même. C'est le deviens toi-même de Nietzsche. Deviens toi-même. Wow. Deviens toi-même. Et deviens toi-même, c'est jusqu'à la fin. C'est work in progress jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que on se retrouve des fois avec des personnes d'un certain âge. Alors il y en a
On dit un vieux con. Un vieux con, c'est qui? C'est quelqu'un qui a arrêté de se mettre en question. Donc, il devient réactionnaire. Il est seulement dans l'avant. C'est tentant. Même moi, à 50 ans, il y a des choses que je préférais d'avant. Les Madeleines de Proust. Mais il faut continuer, il faut faire attention. Le fameux c'était mieux avant. Bah oui. Les Madeleines de Proust, c'est génial. C'est-à-dire que, ni tomber dans tout ce qui est nouveau, c'est génial. J'ai eu une sensation géniale comme ça en Islande. Parce qu'à la fois, t'as des jeunes artistes, qui sont à la pointe de la musique électronique, de la mode, qui, sur l'écologie, vu ce qu'ils vivent sur leur pays, la fragilité de leur pays, sur le respect de leur terre qui pourtant est bien aride, sont à la pointe de ce qu'on pourrait appeler le progressisme. Mais en même temps, ils écoutent les sagas et les histoires traditionnelles de leur pays. Ils disent pas « Ah oui, mais ça, c'est les trucs des vieux, c'est con, c'est... » Et ils sont d'accord, pas d'accord, mais ils cheminent avec tout ce background. En fait, ils s'écoutent, et ils avancent. Et j'ai trouvé ça, et ça m'avait mis une vraie leçon. Ouais, bien sûr. Ça m'avait mis une vraie leçon parce que ils n'essayaient pas de m'en donner une, déjà. Ouais. On n'essayait pas de convertir l'autre à sa vision. Parce que convertir l'autre pour donner une leçon, c'est donner une réponse, encore une fois. Ouais. Eux, ils m'ont permis de me poser des questions. Et tant qu'on se permet des questions, on continue, on est work in progress, on avance, et on se trompe, on chemine, on recule. Et on respecte l'espace de l'autre aussi, c'est très important. On respecte sa pensée, sa vision, on part pas du principe que sa propre pensée, elle est universelle. Ça aussi, c'est une forme d'humilité, hein. Mais ça, c'est obligatoire. C'est pas toujours le cas en société. Ah non. On a beaucoup plus aujourd'hui, et beaucoup de gens se plaignent de ça, des espèces pas de compétition, mais en tout cas de confrontation, voilà. On a l'impression qu'on sait plus écouter, on sait plus comprendre. Chacun essaye vraiment de convaincre l'autre qu'il a raison. C'est le problème du clanique qu'on a beaucoup en ce moment et dont certains se servent. Des fois par idéologie, d'autres fois par flemme. Mais c'est l'ego. En fait, les gens confondent souvent, enfin les gens, ça fait encore une fois, je viens de dire une connerie là, les gens, une généralité. Oui, mais c'est une généralité. En tout cas, par rapport à ce qu'on s'est dit, quand tu dis, ça arrive en tout cas. Ça arrive beaucoup. Ouais. Ça arrive. Déjà l'ego. On va dire, ah bah lui, il a un gros ego. C'est pas grave. À partir du moment où il est en place. C'est les égos pas en place. Un petit ego pas en place, il va faire chier tout le monde. C'est quoi un ego en place? Un ego en place, c'est s'assumer. À dire que voilà, moi, j'essaie d'être en place, j'assume que j'ai envie de faire des concerts, de faire des livres et tout. Donc j'assume que je suis content quand la salle elle est pleine. J'ai de l'ego. Je dis aux gens, prenez votre bagnole, prenez des tickets et venez m'écouter raconter ma vie en chanson pendant 2 heures. Donc mon ego, il est quand même développé. Mais il me permet, cet ego, d'avoir des ambitions. Mais pas au sens prétentieux de l'ambition de la question, l'ambition de cheminer, l'ambition d'explorer, de me tromper, d'être nul, et que tu penses, ou que n'importe qui pense, que ce que je fais, c'est pas bien. Et c'est pas grave. Là où mon ego ne serait plus en place, c'est si au moment où je fais mon chemin et mon truc, et que quelqu'un m'aime pas, je trouve que c'est grave. Là, mon ego n'est plus en place. Mais par contre, celui qui a pas beaucoup d'ego, mais qui se plaint tout le temps, ah ouais, mais ces artistes, ou alors ouais, c'est politique, tous pourris. Ah ouais. Machin truc. C'est une flemme de la pensée. Oui, c'est des raccourcis. Mais c'est une flemme de la pensée, en fait. Même si tu n'es pas d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux dire, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mais ouais, tous pourris. Ou alors, le machin, les bourgeois, ou les cons, les bourgeois, ah oui, mais les pauvres, ils sont comme ça. Ou telle religion, ils sont comme ça. Putain, allez chercher. Mais justement, allez chercher. Mais toi, ça te catastrophe pas où on en est sur les réseaux sociaux, parce que tous ces raccourcis là que tu viens de faire, tous ces préjugés, tous ces clichés, je suis désolée, mais il y en a partout aujourd'hui dans la bouche des gens sur les réseaux. Et toi qui as
qui a ce chemin de pensée qui est déjà si élevé, si visionnaire sur questionner. Non, mais si quand même t'as quand même la profondeur de dire il faut se questionner, il faut aller plus loin et pas des pensées de premier niveau. C'est le b.a.-ba, mais c'est très très loin d'être. Et c'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui d'un coup viens avec une pensée extraordinaire. Je n'utilise que des outils qui existent déjà. Mais c'est très loin d'être une généralité aujourd'hui dans comment les gens approchent l'information aujourd'hui. Les gens qui s'informent vraiment. Les réseaux et Internet, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil extraordinaire, mais c'est toujours pareil. C'est comment on l'utilise. Oui. Et effectivement, il y a un truc qui a tendance dans les réseaux à favoriser le temps court. Donc le temps court, c'est-à-dire que c'est celui qui va gueuler le plus fort qu'on va entendre. Tu vas avoir un match de foot, tu vas avoir des hooligans qui vont gueuler des trucs racistes. Eh ben, il va avoir plus de visibilité sur le réseau social finalement que le joueur hyper connu qui aura filé son maillot alors qu'il a froid au mois de janvier à un petit gamin. Ah ouais, bah c'est ça. Donc c'est ça le problème. Au scandale. Hein. Ouais. En fait, le mec qui va péter un truc ou qui va insulter, eh ben, il va avoir une tribune. C'est bon, sans dire c'est la télé hanounesque, c'est des choses comme ça. C'est la polémique, tout. Ouais. Et après, c'est bien qu'il y ait de la polémique, qu'il y ait de la confrontation d'idées, mais il y a une différence entre du débat avec une polémique possible. Il y a des polémiques qu'on peut aborder, qu'on peut confronter. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas un système parfait. C'est une définition assumée de l'imperfection. Alors que la dictature, c'est je suis parfait. La dictature, c'est je donne une réponse. Et il n'y a plus de questions. C'est fermé. Je suis parfait. C'est fermé, ouais. Se méfier tout le temps de celui qui veut être parfait, de celui qui veut être pur, de celui qui veut être dans la certitude. Et dans les réseaux, bien sûr, on les voit apparaître parce que celui qui est dans la certitude, il va pas avoir de scrupules. Il est sûr. Soit parce qu'il est sûr parce qu'il est comme ça, soit parce qu'il instrumentalise ça parce qu'il sait que c'est un raccourci. Parler de philosophie, parler de Star Wars. Darkseid ou Jedi, c'est ça. Et il lui dit quoi? Le mauvais côté de la force est plus rapide, donc plus séduisant. La colère, la jalousie, et en se mettant en colère tout de suite, il va avoir plus de pouvoir. Tout de suite. Alors que si tu es un Jedi, il faut que tu patientes. Et pour toi, comment on en est arrivé là au fait que les gens prennent plus facilement le raccourci que tu viens de dire, le raccourci de l'obscurité? C'est plus facile. C'est pas qu'on en est arrivé là. Moi, la question que je me pose et à laquelle je me permettrai pas de répondre, c'est que est-ce que c'est les réseaux qui ont augmenté cette façon du temps court, un peu cet emporte-pièce, ou est-ce que c'est les réseaux qui nous révèlent que l'emporte-pièce était là, sauf qu'on l'entendait plus. Tu vois, c'est que avant les bars, t'avais Mimile qui disait une connerie raciste parce qu'il avait bu 3 Ricards, et puis à minuit, il avait bon, hey, Mimile, ça suffit les conneries là, t'en as bu un de trop, tu rentres à la maison, et on ferme le rideau. Là, c'est ouvert non-stop. Il y a un film génial de Spielberg qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Ou je sais pas si vous voyez, où en fait il y a un deuxième monde avec des jeux vidéo. Ça vous parle? Et en fait c'est le créateur de ce monde-là qui dit c'est génial ce que j'ai créé. Donc on est encore dans le dosage, hein, c'est toujours pareil. Mais je pense en fait que ça devrait fermer le week-end et que ça devrait pas ouvrir la nuit. Alors que c'est lui qui l'a créé. Et en fait je crois que les réseaux ça devrait être un peu comme les magasins. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout ce serait facile, ce serait la posture inverse, dire, les réseaux, et c'est que de la pourriture, et machin truc, et les gens, ils deviennent cons devant leur écran. Dans la nuance, encore dans la nuance. J'essaye. Ouais. Mais je me dis, ce serait tellement intéressant que, par exemple, ça ferme la nuit, sauf un truc d'urgence. Genre évidemment, tu vois, quand il y a eu les attentats et qu'il y a des gens sur Facebook qui ont fait des signalements pour pouvoir accueillir des gens qui étaient dans la rue flippés et les cacher. Alors là, bien sûr, tu vois, il y a peu un truc comme un numéro d'urgence qui s'allume. Mais sinon, je dirais 19h, clac. Je dirais pas plus d'internet, mais plus les réseaux.
sont fermés. Ils ouvrent 2-3 heures l'après-midi, comme tu te fais un petit plaisir. Je dis pas que peut-être que ce serait pire et que ça poserait d'autres problèmes. J'en sais rien. Je suis pas sûr. Passionnant. Mais voilà. Et je ne saurais pas dire. Je pense qu'il y a un peu des deux, qu'il y avait déjà des gens comme ça. Et mais c'est vrai que ça prend plus de temps. Mais moi ça m'arrive aussi. Et après je m'énerve, mais de scroller. Bah oui, mais je le fais. Et des fois je trouve des trucs géniaux et des fois je regarde parce que comme du coup j'ai des chats et que j'adore mes chats. Je like des trucs de chats et j'ai plein de trucs de chats. Et des fois je suis putain ça fait. On se rend pas compte. Une demi-heure que je regarde des vidéos de chats avec des doublages débiles et je suis là, je le fais aussi. Je suis pas tout le temps avec Nietzsche comme ça. Non, mais oui, bien sûr. Pas du tout. On est humain. Mais encore une fois, temps fort, temps faible. Pas se culpabiliser de le faire. Par contre, si je passe une journée à le faire, là, ça va pas. Mais si je le fais de temps en temps, il faut se déculpabiliser aussi. C'est bien de regarder des conneries. Les plaisirs coupables, c'est bien. Bien sûr. Grave. Waouh, hyper passionnant. Mathias, je vais te faire réagir sur une grande épreuve que tu as vécue, c'était en 2013. Tu découvres que tu es atteint d'une aplasie médulaire. Oui. Tu dois subir une greffe de moelle osseuse. Pendant ton hospitalisation, tu écris un journal intime qui s'appelle « Journal d'un vampire en pyjama ». Oui. Est-ce que continuer à créer, c'était vital pour toi pendant cette épreuve? Oui. Oui, là, vraiment, tout de suite. C'est-à-dire que elle annonce de la maladie. Et puis donc là on est sous le choc, donc là on est sonné, donc là j'ai pas été créatif tout de suite. C'est un peu comme pour le Covid. C'était le Covid, j'avais un long métrage sur lequel j'avais travaillé 4 ans, une tournée, la ressortie d'un livre et un album qui sortait. Tout est sorti la semaine juste avant que tout ferme. Donc pendant 10 jours j'étais en robe de chambre à regarder les chaînes télé avec le nombre de morts et je rien, j'arrivais pas à lire un livre. Et puis, petit à petit, je me suis relevé. La maladie, c'était encore un autre choc, mais c'était pareil. J'avais mon film à sortir, etc. Bon. Et puis, ça a commencé quand je suis allé commencer mes hôpitaux de jour pour me faire transfuser. J'ai été transfusé 150 fois en tout. Et la première fois que je me fais transfuser, j'arrive dans une salle d'attente. Et il y a que des gars, alors, bah toi, t'as combien d'hémoglobine? Ah bah moi, j'ai 3 kilos par semaine, parce que là, moi, je descends. Ah bah moi, ça va un peu mieux, là, je viens une fois tous les 15 jours. Et je me suis dit, putain, c'est un gang de vampires, en fait. Et moi, j'étais le plus jeune. En fait, je suis chez les vampires, en fait. On vient tous se servir, au lieu de croquer dans le cou des gens, on vient se servir, en fait. On est des vampires, on a besoin du sang des autres. Sinon, on meurt. Avec les maladies qu'on a. Et je suis rentré à la maison. Et j'ai écrit le titre qui est resté, Journal d'un vampire en pyjama. Parce qu'ils étaient certains, en fait, avaient aussi des chimios, donc ils restaient, donc ils avaient l'habit d'hôpital. Et au début, c'est pas moi le vampire en pyjama. C'était le journal d'un vampire en pyjama. J'ai écrit cette phrase comme ça, puis j'ai commencé à écrire. Puis après, je fais, bah, c'est moi en fait, j'en suis un aussi. Et puis le pyjama, c'était à la fois l'outil de l'uniforme du malade, mais en même temps, c'est l'uniforme du rêveur, de celui qui va se coucher aussi, qui va rêver. Je l'ai pas intellectualisé. C'était l'alarme secours en fait, pour pas devenir un malade identitaire, un victimaire, je deviens un malade. Se résumer à ça en fait. Je suis moi-même avec une maladie à essayer de soigner. Ça n'a rien à voir. Et ça enlève rien à la personne que t'es. Sinon, tu te mets dans un confort qui est inconfortable. Et comme c'est inconfortable parce que la maladie, tu te dis, j'ai bien raison d'être confortable. Ouais, il y a de la complaisance en fait. Et il le faut un peu, encore une fois. Oui, parce que si un peu d'empathie envers soi-même. Tu sais, c'est le principe de ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort, admettons, c'est la table. Si tu es tout le temps à l'extérieur de ta zone de confort, que tu te mets tout le temps en échec, bah tu vas tout le temps en échec, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben au bout d'un moment, tu vas retourner ta zone de confort et en sortir encore moins. Alors que si tu prends des risques, la beauté du risque, le goût du risque, possibilité de l'échec, mais pas faire n'importe quoi. Prendre un risque, c'est tu vas te mettre tout nu sous la nuit à traverser l'autoroute, c'est pas un risque, c'est n'importe quoi.
En fait, soit tu vas mourir, soit tu vas te faire un tel traumatisme de peur que tu vas plus jamais ressortir. Alors si tu sors un peu de ta zone de confort, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu l'agrandis. Bah, c'est la même chose pour quand t'es malade. Si tu fais genre, moi j'ai une maladie du sang, machin truc, mais je vais aller slammer dans les gens, je vais pas mettre de masque et je vais aller au cinéma, bah c'est pas risqué, c'est pas le goût de la vie et de la rébellion. C'est de la connerie pure. Comme c'est aussi con de parce qu'on est malade, plus rien faire du tout et parler que de maladie toute la journée. T'entretiens un cercle vicieux négatif, en fait. En fait, encore une fois, c'est entre les deux. Et c'est marrant, hein, j'y pense maintenant à ta question. Le même qui m'a dit arrête de te pignoler avec la nuance, je lui ai expliqué, c'est vrai que c'est une maladie un peu complexe à expliquer, machin, c'est des cellules souches et tout. Tous les jours, avec sa bonne intention, ça va, machin truc. Mais c'est quoi en fait? Et il me demande tout le temps, ce qui fait qu'il me ramenait tout le temps à ma condition de malade. Ouais. Un autre que je vais citer par contre, parce que lui ça a été très positif, Johan Sfar. Johan Sfar, il venait me voir, il parlait jamais, me demandait comment j'allais une fois, et après on parlait de films, de livres, de disques, de politique, de souvenirs d'enfance. Et là tu te sentais toi. Et j'étais un moi-même avec un problème. Alors quelqu'un, mais non machin truc. Et ça part de mon intention parce qu'il essayait de prendre de mes nouvelles. C'est bienveillant. Mais cette personne-là, par exemple, quand j'étais à l'hôpital, à un moment donné, bon, la prise de greffe, c'est un moment, bon, c'est pas facile. Il y a un moment où je voulais plus voir personne parce que j'avais pris 15 kilos de flotte parce que j'étais cortisonné, machin truc, bon. Et j'étais très fatigué. Donc il y a eu le moment du début et après il y a eu ce moment de 15 jours 3 semaines à l'hôpital où j'étais que au lit. Je pouvais ni faire de vélo, j'écrivais pas. On va y venir, et puis après quand ça va mieux, j'ai repris le livre et tout ça. Mais j'ai eu ce moment-là où même ma sœur avec qui je suis, non, évidemment c'est ma sœur, mais le fait est que je suis très lié à ma sœur et qu'elle est extraordinaire. Au-delà d'être ma sœur, elle est extraordinaire. J'ai pas voulu qu'elle vienne. Eh ben lui, j'ai dit par ma compagne de l'époque que je ne voulais pas qu'il vienne, que c'était que elle. Je ne me sentais pas, ça me fatiguait trop, je pouvais pas donner le change et je venais de perdre mes cheveux. J'ai pas envie. Tout simplement. Eh ben il est venu quand même avec un cadeau. Okay. Il s'est engueulé avec les infirmières. Il a mal parlé aux infirmières. Alors que ça part d'une bonne intention. Ouais. Il voulait me faire un cadeau, il voulait absolument me soutenir. Mais toi, c'était pas le moment pour toi. Il n'a pas écouté. Il a pas écouté. Et pourtant, hein, comme je le dépeins comme ça, on dirait que c'est un vrai connard. Bah, pas du tout. C'était bien. On est tous multiples. C'est un mec génial aussi, qui a des qualités énormes. Et des fois, c'est difficile de pas se fâcher avec lui pour certains trucs, mais que j'espère le garder en ami toute ma vie parce que il a d'autres qualités formidables. Et vous l'intervieweriez là, et peut-être qu'il dirait des choses mal sur moi, et peut-être qu'il aurait raison, parce que c'est son interprétation. Mais après, il y a encore une fois, les valeurs, le ressenti, le jugement, et si on a un peu la patience et le courage de pas en faire un paquet d'identités, qu'on essaie de faire, de dézoomer un petit peu, en fait, dézoomer, exactement, dézoomer, le recul, et comme si, tu vois, par exemple, t'as un plat, mais t'aimes pas trop certains épices. Ouais. Tu fais le tri. Tu dis pas, c'est de la merde. Non. Tu l'aimes bien les pâtes, mais t'essayes ou alors tu demandes est-ce que vous pourriez le refaire sans la sauce? Tu dis pas, c'est quoi ce resto de merde? Ou tu fais pas non plus, putain, ça t'arrache la gueule et tu le manges alors que c'est pas à ton goût. Bah, c'est ça, en fait. Waouh, j'adore. Je bois chaque parole que tu sors, c'est vraiment un bonheur. Merci encore d'être là, vraiment. Avec plaisir. Il y a eu une happy end à cette dure épreuve. T'as guéri grâce à un don de sang ombilical. T'avais une chance sur 1 million d'avoir cette greffe. T'as retrouvé la trace de ta donneuse. C'était à Düsseldorf. Tu peux nous raconter cette folle histoire? Alors ça, c'est un peu dingue, effectivement. J'ai mis le nom de code de la donneuse dans le livre et elle l'a retrouvé. Ok. Elle a lu le livre, elle l'a retrouvé. Elle m'a envoyé une lettre. Et elle m'a dit, voilà, je sais que c'est interdit en France, mais moi, c'est permis en Allemagne, j'aimerais vous rencontrer. Pour mériter mon miracle, je suis parti en vélo électrique de mon appartement parisien jusqu'à Düsseldorf. J'ai dormi que dans des cabanes et des péniches. J'ai tellement aimé ma nuit à Namur, dans une péniche, que maintenant j'habite dans une péniche. Le réel et la fiction, hein. Il y a des petites portes qui s'ouvrent.
je suis allé là-bas. Je voulais offrir le vélo. On m'a dit non. Par contre, dans nos réglementations, on peut pas offrir un cadeau avec une valeur marchande. Donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Family. Vous pouvez écouter. Elle est sur l'album. Elle est sur l'album Time Machine. Ouais. Et je l'ai gravé sur un vinyle à un exemplaire. Et j'ai dit juste pour la rencontre, j'aimerais qu'il y ait une platine vinyle. On l'a écouté ensemble. J'ai rencontré la maman, ma jumelle de sang, qui est au bout du cordon, avec qui on a le même système immunitaire. On a tous le système immunitaire mélangé du papa de la maman. Bah moi, c'est directement de cette demoiselle en fait. C'est le sien. Et on a vécu une journée incroyable. On est allé voir à l'endroit où était conservé le sang de cordon, qui a été conservé dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans, et qui est maintenant coulé dans mon sang, et où il y en avait d'autres, en potentiel de sauver d'autres vies. Au final, je lui ai offert le disque, on a écouté la chanson, on a un peu pleuré et tout, et on se continue de s'envoyer des messages et tout. Je suis en train d'essayer de voir avec l'Alliance française-allemande pour aller faire un spectacle là-bas. Et le truc encore plus dingue, c'est qu'au final, quand j'ai voulu vendre le vélo aux enchères ensuite, avec évidemment les bénéfices pour la recherche. C'était pas pour moi. La personne qui l'a gagné, c'est le papa d'une demoiselle qui, en terminale, a lu mon livre. Ok. Ça lui a donné envie d'être infirmière. Waouh. Elle est devenue infirmière. Et quand elle a été infirmière et qu'elle a eu son concours, il est allé à Düsseldorf. Il a gagné l'enchère. Il a ramené le vélo. Et elle a été prise dans un service juste à côté du service où j'ai été greffé, à mon hôpital. Et elle y allait avec mon vélo parfois. Mais c'est incroyable. Et j'invente rien. C'est une dinguerie. Voilà. Waouh. Le réel dépasse la science-fiction. C'est incroyable. Parce que là, ouais, c'est beaucoup. Je l'aurais fait dans un scénario, le producteur m'aurait dit un peu too much. C'est dingue. Et t'as beaucoup d'actualités à venir, t'as beaucoup de projets. Tu peux nous expliquer ce qui nous attend à découvrir prochainement de Mathias Malzieu? Là, je suis en tournée avec Dionysos jusqu'au 14 décembre. Tournée des 30 ans avec quelques nouvelles chansons, mais aussi plein d'anciennes chansons revisitées. Une créa vidéo avec les personnages qui viennent interagir avec nous. Donc ça va de la mécanique du cœur à nos débuts punk rock, à un passage acoustique. Enfin, très heureux de ce concert-là. Ensuite, je pars pendant 3 semaines en Islande pour une résidence d'écriture pour écrire le livre d'après. Et entre-temps, le livre d'avant sera, je l'espère, terminé. Il devrait sortir en mars chez Albin Michel. Il s'appelle L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Comme je vous le disais, hors antenne. Comme on a des petites insights. Tout à l'heure, du point de vue de mes chats, qui mangent mes livres, pas les miens, ceux de ma bibliothèque, et qui sont les arbitres consolatoires d'un moment post-fausse couche très difficile. Et je suis en train d'écrire le spectacle de l'adaptation en même temps que j'écris le livre, où je vais être en chat sur scène, où il va y avoir un décor, une marionnette, parce qu'il y a 2 chats, j'ai 2 chats, donc ils ont un chapitre chacun, et il y en a un qui fait l'hémisphère droit, et un peu l'autre l'hémisphère droit, gauche, et il y en a un qui est plus maternel, l'autre qui est plus téméraire. Énorme. Et donc je suis en train d'écrire ça, donc voilà, là c'est la tournée Dionysos, la sortie du livre chez Albin Michel, du roman, et la tournée qui va avec. Ça va être 2025. Ensuite, je sais pas quand, mais en tout cas, il y aura un album de Dionysos. Je suis en train de travailler sur des chansons aussi. Et il y a des projets de films, et les projets de films, c'est toujours un grand aléatoire. Ouais, bien sûr. Parce que c'est très difficile. Il y a des producteurs qui me disent oui pendant 6 mois et finalement ça s'arrête parce que là ils auront pas leur financement de machin, ou que finalement ils ont pris un autre projet. Enfin bref. Donc c'est comme ça. Donc encore une fois, il faut être humble et patient. Mais j'ai une adaptation du Guerrier de porcelaine qui est pas prête au niveau dialogue, mais en tout cas qui est déjà un traitement, comme on dit, une adaptation cinématographique d'une 30aine de pages. J'ai un autre projet qui est en film d'animation que je ferai avec Stéphane Berla, avec qui j'ai fait la mécanique du cœur, et qui est l'adaptation de la dernière nouvelle de mon livre L'Extraordinarium, qui s'appelle L'orphelinat des amis imaginaires oubliés. Et qui est où il y a tous les personnages dedans, etc. Et qui est déjà aussi une histoire de résilience, même si ce mot commence à être un peu galvaudé. Quand on le dégalvaude, il a encore son intérêt sur un espèce de deuil après fausse couche.
ces deux histoires se répondent. Ça fait énormément d'actualités, de projets. On a vraiment super hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup, avec grand Mathias, plaisir. Merci à vous pour ton temps, pour avec ton plaisir. énergie, pour toutes tes confidences. Et on se dit à très vite. Avec grand plaisir. On se fait un check de fin, ça te va ? Merci beaucoup.